Bonjour chers compatriotes. La fois passée, je vous ai présenté les livres que j'ai écrits, mais j'en ai oublié un. C'est le Katanga face à la Belgique coloniale, que certains d'entre vous se sont procurés. C'est très important de connaître la politique belge à la veille de l'indépendance. Et j'ai voulu vous exposer ce que la Belgique pensait du Katanga, ce que la Belgique voulait faire du Congo. Et c'est très important que vous parcouriez ce livre. Il est très très important. Mais aujourd'hui, je veux vous parler surtout de l'enjeu Katanga. J'aurais pu vous parler d'un autre enjeu qui peut être l'invasion des Djaga, ce sont les Bayaka en Angola, et ils étaient en guerre contre les Portugais. Le fait le plus essentiel est que Tchingoudi, qui était parti de la cour de Rouège, de Mointayanf, s'était allié avec les Portugais, le général Lourenço Noronha, et qui était aux prises avec les Bayaka. C'était vers 568, 1568. Bon, j'aurais pu vous parler aussi de 1798. C'était deux Portugais toujours, qui avaient écrit une lettre au roi du Portugal. Bon, dans cette lettre, il parlait de Kazembe. Kazembe, c'était un représentant de Mointayanf sur le Luapula. J'aurais pu vous parler aussi de Cambier en 1872, qui était au service du roi de Belge et qui était décédé dans les environs d'Albertville, Calémie aujourd'hui. J'aurais pu vous parler aussi, dans le même ordre d'idée, des enjeux du Katanga, des chefs-lieux successifs avant d'arriver à Lubumbashi. On a eu d'abord le Konzoloa, on a eu Kalukuluku, et puis Kambove, et enfin Elisabethville. Enfin, j'aurais pu vous parler aussi du 1er septembre 1910. Pourquoi? Parce que le CSK, le comité spécial du Katanga, avait transmis ses prérogatives au gouvernement colonial. La police, donc, réintègre les 1000 hommes du général Olsen. Autrement dit, les troupes coloniales belges avaient traversé, venant du Kivu, avaient traversé la frontière du Katanga pour ainsi dire, soumettre la province à l'État indépendant du Katanga. J'aurais parlé de tout cela, mais ce n'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les enjeux. Je vais d'abord vous lire la préface de quelqu'un de très connu et qui est un fils de notre patrie. Voici ce qu'il avait écrit au sujet de mon livre. Il dit: bien que le Congo soit indépendant depuis plus d'un demi-siècle, l'histoire du Congo par les Congolais reste encore très largement à écrire. Et ce qui est vrai en général pour les Congos l'est davantage pour les Katanga, où très peu de plumes locales se sont attelées à l'indispensable tâche de réécriture de notre histoire. Car l'enjeu du Katanga, tel qu'il est relaté par la plupart des ouvrages qui lui sont consacrés, c'est trop souvent résumé à deux approches systématiques. Celle de colons belges qui défendent leur Katanga et celle des nationalistes congolais qui oublient le contexte particulier et local de la colonisation belge au Katanga et qui définissent le Katanga comme un instrument docile aux mains des colons. Paradoxalement, ces deux points de vue se rejoignent pour nier l'existence de toute volonté politique, d'autonomie, de pensée et d'action de la part des Katangais. Ce faisant, ces deux approches ne participent pas à l'approfondissement de la vérité historique, qui, nous le savons, est multiple et ne peut se voir dans sa globalité si on se limite à un point de vue unilatéral et partisan. Or, lorsqu'on s'en tient aux faits historiques,
on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe et laisse voir des faits qui contredisent bien souvent le discours dominant. Alors, il tire une phrase de l'ouvrage qui va commenter, et la phrase est la suivante. Lorsque les Katangais parlent de structure fédérale du futur État congolais, les mines de leurs interlocuteurs, aussi bien congolais, belges d'Afrique que ceux de la métropole, tournaient au vitriol. Il énonce là une vérité que les historiens du discours a posteriori ont encore beaucoup de peine à admettre aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement le discours des Katangais n'est pas téléguidé par les Belges du Katanga, mais au contraire, leurs aspirations fédéralistes s'opposent fondamentalement à la vision coloniale qui repose sur un Congo fortement centralisé, permettant une exploitation plus efficace de ressources de cette province et de l'ensemble de la colonie. Mais, et c'est peut-être là le vrai enjeu du Katanga, il y a aussi une donnée que la plupart des historiens et commentateurs ignorent ou n'approfondissent pas. Les Congolais, héritiers d'un pays, d'un instrument créé par la volonté d'un roi étranger, sous colonisation d'un pays étranger, à la veille de l'émancipation de cette entité, ne devaient-ils pas s'interroger sur le fondement, les conditions de survie de leur nouvelle union et sur la forme à lui donner? Cette interrogation, ce dialogue, nous ne l'avons pas eu à la veille de l'indépendance en 1960, et encore moins dans les années qui l'ont suivi. Et quant à la table ronde, elle n'a fait qu'esquisser la question et n'a réellement abouti à la concrétisation de ces résolutions. Parce qu'encore une fois, dévoyées par les ambitions de l'extérieur et l'inexpérience des Congolais. Donc voilà la préface d'un Congolais qui résume à peu près tout le bouquin. Bon, alors, quel était le point de départ de ma réflexion sur l'histoire du Katanga, pour parler d'enjeux du Katanga? C'est l'année 1956, qui était l'apogée de la colonisation belge au Katanga. Seulement, cette année 1956 a appelé un commentaire d'un homme politique qui était très influent parmi nos pères fondateurs. C'est Makonga Bonaventure, qui est le fondateur avec Kimba Evariste de la Balubakat. Voici ce qu'il dit à propos justement de 1956 et des intérêts belges dans le Katanga. C'est très intéressant de le savoir, parce que lorsqu'en 1956, il y a les festivités commémorant les 50 ans de l'union minière de la BCK, il n'y avait aucun Katangais, il n'y avait aucune notabilité katangaise. Alors, il a fait une réflexion suivante. La sauvegarde des intérêts belges dans un Congo indépendant, mais qui doit rester coûte que coûte uni, même artificiellement, en comprenant à tout prix les richesses minières du Katanga. La peur des Belges devant un mouvement naissant qui pouvait porter atteinte à leurs intérêts et contrecarrer leurs plans, arrêtés de longue date, celui de faire du Katanga une région de peuplement européen et de double colonisation ou colonna blanc et noir. C'est très important ce qu'il a dit ici, parce que avec l'industrialisation du Katanga, il y aura des progrès sociaux, des progrès économiques, et la population autochtone va subir ce qu'on appelle la détribalisation. On l'a vu dans les grandes villes, à Elisabethville, à Jadoville, à Kolwezi, à Kamina ou à Albertville. Les habitants autochtones
sont détribalisés. Ils ne pensent plus en termes de tribus. Ils pensent en termes de Congolais. Pour la simple raison qu'ils ont une langue commune qui est le Swahili. Et ils vont se perdre dans tout cela. Bon, à la même époque, on a vu qu'il y avait une certaine tendance parmi les Européens, les Belges, qui croyaient que travailler au Congo, au Katanga, c'était se retrouver dans un enfer, perdre l'argent. On ne gagnait pas suffisamment d'argent. On était malheureux lorsqu'on rentrait au pays. Il y a eu un syndicaliste socialiste, Fernand Demany, qui avait écrit un livre intitulé Le bal noir et blanc, regard sur le Congo. Ce livre lui a valu un procès intenté par Monseigneur Jean-Félix de Hantine. Qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre? Il raconte la vie d'un Belge qui travaille au Congo et qui lui dit tous les malheurs possibles. Voici ce qu'il dit. On nous avait dit que le Congo était un paradis. Ne serait-ce pas plutôt une terre d'exil? Je gagne 15 000 francs par mois, défalquez-en 2500 francs pour la pension et l'impôt, 5 000 francs pour la mensualité de ma voiture achetée à tempérament, et qui est indispensable dans cette grande ville, sans tramway ni autobus. 750 francs pour mon assurance Omnium. Il me reste bien un peu de choses pour nourrir ma famille et faire quelques économies. Dans cette ville de procès, de chicane, de concordat et de faillite, je suis plus misérable que le prolétaire belge d'il y a 50 ans. Quand je partirai après tant ans de colonie, je devrais liquider ma pauvre bagnole pour presque rien, bazarder les rares meubles que j'aurais achetés. Si je rentre en Europe, je n'en supporterai plus le climat, à moins de passer tous mes hivers à la Côte d'Azur. Et c'est un luxe que je ne pourrais me permettre. Alors, demandons-nous, alors je préfère encore mourir ici, dans un exil forcé. Cette description de la vie ne correspond absolument pas à la réalité. Voici ce qu'un de mes correspondants, qui était fils d'un professeur dans mon collège, Jean 23 à Colosie, c'était le professeur Sinave. Son fils Christian, correspondant avec lui, il m'écrivit ceci, à propos justement de la vie des Belges au Katanga. Alors il parle de tout ce qui s'est passé là-bas, voilà ce qu'il me dit. Manica, toutes les sociétés plus les filiales ou associées à l'UM, à l'Union minière, à la BCK, Metalcat, avaient comme privilège pour leurs employés d'avoir accès au cercle récréatif qu'était la Manica. Les colons, eux, en principe, n'y étaient pas admis. Nous non plus, les agents de l'État devenus des coopérants. Mais encore une fois, c'était en principe seulement. En pratique, on y allait soit en entrant par la grande porte, soit par un trou dans la clôture. Les Grecs, eux, en étaient exclus. Totalement. Ces gens n'étaient pas considérés comme de véritables visages pâles, mais plutôt comme l'équivalent des colored de l'Afrique du Sud. Après l'indépendance, on allait les voir, c'est-à-dire les Grecs, pour changer l'argent. Eux, ils étaient bourrés d'argent local dont ils ne savaient que faire. Nous, les Belges, étions payés aux 3/4 en francs belges. Donc, il fallait changer en sens inverse pour vivre. Ce qui avait pour conséquence un coût de vie très bon marché. Une bonne partie du salaire était donc économisée et l'argent s'accumulait dans les banques en Belgique. Bref, c'était très payant de travailler au Congo, encore plus depuis qu'il était devenu indépendant. Et c'est sans compter
qu'on était logé, meublé aux frais de la princesse. Oui, la Belgique traitait très bien ses nationaux. À ce prix, on ne pouvait pas se permettre d'envoyer des centaines et des centaines de milliers de métropolitains au Congo. Et c'est pourquoi la colonisation belge ne s'est jamais faite en profondeur. À l'inverse de ce qui s'est passé avec les autres pays colonisateurs d'Europe. Au moindre problème, on foutait le camp. C'était facile, à part sa bagnole, on n'abandonnait rien et le fric dormait dans une banque belge. Ce n'était pas le cas de vrais colons, commerçants, planteurs, fermiers. Il est vrai, mais ils ne représentaient qu'une faible proportion de Belges congolais. Donc proportion de Belgo-congolais. D'ailleurs, on laissait volontiers le champ du petit commerce aux Grecs, Italiens et Portugais pour nous occuper des tâches plus nobles. En fait, c'est que Fernand de Mani veut ignorer, c'est ce que l'Une-Minière avait apporté à l'économie belge. Pour parler toujours du Belge malheureux qui ne sait pas vivre en Belgique, voici ce que avait écrit un responsable colonial qui était M. Debo, qui avait été d'abord président du comité spécial du Katanga et qui avait travaillé avec le colonel Juan Germain, le premier gouverneur du Katanga. Voici ce que M. Debo écrivit. Au Katanga, l'administration, les professions libérales, le commerce ou l'industrie sont les branches principales qui occupent l'activité des Européens. Voici les avantages respectifs qui s'y attachent. Aucun traitement initial n'est inférieur à 6 500 francs par an. Et tout ceci en 1922. Et de plus, le gouvernement prend à sa charge les frais de voyage, le logement, le mobilier, les soins médicaux et pharmaceutiques. Les agents de cadre subalternes peuvent atteindre à un traitement de 12 000 francs à 15 000 francs par an. Une indemnité annuelle de 2 400 francs vient d'être allouée à tout le personnel colonial indistinctement. En résumé, les traitements et salaires payés au Katanga sont élevés et bien que le coût de la vie soit supérieur à ce qu'il est actuellement en Belgique, l'homme sobre et rangé parvient à y réunir de grosses économies. N'oublions pas d'ailleurs que le Katanga offre à tout homme intelligent et actif l'occasion de s'établir à son compte personnel comme entrepreneur, petit industriel ou commerçant, et que, dans ce cas, ses possibilités de gain sont presque illimitées. Des centaines d'employés et d'ouvriers sont rentrés en Belgique après 4 ou 5 années de séjour au Katanga en possession d'un pécule qu'ils auraient mis une vie à amasser s'ils étaient restés en Belgique. Voilà, pour aujourd'hui, je referme ce chapitre ici. J'ai voulu seulement vous faire voir deux aspects de la vie coloniale. D'abord, la colonisation belge au Katanga a été triple. Il y avait les Belges, il y avait les ressortissants des provinces limitrophes, et ensuite il y avait Léopoldville. Deux, tout Belge qui s'installait au Katanga avait la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Et trois, le progrès économique et social a rendu la population autochtone plus dépendante de celles qui étaient venues des provinces limitrophes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé la détribalisation. Voilà, je vous remercie.